Vous écoutez Europe 1, il est 8h15. L'interview politique d'Europe 1 en direct et en duplex de Rodez. Fabien Amias, vous recevez ce matin Emmanuel Macron, le candidat En Marche finaliste de la présidentielle. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour. Vous avez terminé votre meeting hier soir à Albi en appelant à la réconciliation des Français, à l'image du débat qui vous a opposé à Marine Le Pen avant-hier. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, la France est violente et fracturée ? Je ne dirais pas cela de manière générale. Je pense qu'il y a beaucoup de nos concitoyens et de territoires qui portent des projets, des envies de réussite, un vrai dynamisme. Et il y a une partie du pays qui est dans le doute, qui considère que le cours du monde tel qu'il va n'est plus fait pour lui, qui doute pour ses enfants, voire qui est en colère. Donc oui, il y a des fractures multiples qui sont politiques, qui sont morales, qui peuvent être géographiques. Et on ne peut pas faire réussir un pays en ne faisant réussir que quelques territoires ou qu'une partie de sa population. Donc le défi, pour qui que ce soit, d'élu demain, ce sera de permettre à ceux qui réussissent d'aller encore plus loin, de gagner dans cette compétition mondiale. Dans le même temps, de recoller tout cela, de donner une place à chacun, de s'assurer que la dynamique, on est ici à Rodez, qu'il y a sur tous les territoires, on est ici à Rodez, ça doit être une ville qui a 7% de taux de chômage. Donc il y a une réussite économique, il y a une capacité de faire, il y a de l'activité. C'est que tous ces territoires retrouvent un destin commun et fassent peuple. Ça prendra un peu de temps, mais il est indispensable que, en la matière, nous réussissions cette œuvre. Vous parlez de territoire, ici nous sommes aussi sur le territoire, en tout cas pas très loin du fief de Jaurès. Carmaux, vous avez d'ailleurs truffé votre discours hier de référence à Jaurès. Quelques minutes avant, vous aviez été interpellé par des militants de la CGT. Ça veut dire clairement que votre tout premier chantier, si vous êtes élu, ce sera le chantier social. Ça fait partie en effet des premiers chantiers. Jaurès a une présence forte à Albi, c'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs ce lieu. Son discours de 1903. Parce qu'en 1903, il a fait un discours aux lycéens sur la jeunesse qui a beaucoup inspiré le discours que j'ai tenu hier. Oui, évidemment, la réforme économique et sociale est fondamentale. Nous sommes le dernier grand pays de l'Union européenne qui n'a pas réussi à régler le problème du chômage de masse. C'est un problème qui mine la société, en particulier sa jeunesse. On a un taux de chômage des jeunes de 25%. Donc, nous devons réformer le marché du travail pour donner plus de place au dialogue social dans l'entreprise et la branche, réformer l'assurance chômage et la formation continue, et réformer les retraites. C'est le chantier des 6-8 prochains mois si je suis élu. Emmanuel Macron, vous parlez de réformer le marché du travail, réformer le code du travail. Vous avez annoncé que vous procéderiez très rapidement par ordonnance. Est-ce que cette méthode ne risque pas précisément de crisper d'emblée les partenaires sociaux et d'ajouter de la tension? Qu'est-ce que c'est que fonctionner par ordonnance? Je rappelle que le général de Gaulle, François Mitterrand, beaucoup de présidents de la République qui ont eu à refonder l'ont fait par cette méthode prévue par notre Constitution. On fait voter 2 lois pour une ordonnance. Un projet de loi qui vous habilite à procéder par ordonnance et un projet de loi de ratification. Donc, le Parlement y a sa place. Cela évite de passer des mois dans ce qu'on appelle la navette parlementaire, où le texte passe d'une première lecture à l'Assemblée, une première lecture au Sénat, une deuxième lecture, qui fait perdre énormément de temps parce qu'elle est aussi devenue désuète. Et c'est un des chantiers, je l'ai évoqué, que je veux pouvoir lancer, d'avoir une procédure parlementaire plus efficace, plus rapide. Donc, sur ce volet-là, il y aura une concertation sociale dès les premières semaines, parce que ce temps du dialogue social avec les organisations syndicales et patronales doit avoir lieu. C'est un travail qui a été beaucoup préparé par des experts depuis des mois et des mois. Après ce temps-là, il y aura un projet de loi d'habilitation, les ordonnances et un projet de loi de ratification. Mais je pense qu'il est indispensable, il ne faut pas faire l'erreur des précédents quinquennats où les réformes les plus importantes ont été différées. Donc, étant différées, elles ont été rendues plus difficiles à faire et surtout, comme ce sont des réformes dont les effets réels prennent 12 à 18 mois, bien souvent on n'en voit pas les effets, donc on ne peut plus expliquer. Mais précisément, vous avez déjà un calendrier, vous avez indiqué que vous pourriez, encore une fois, si vous êtes élu, parler aux syndicats dès la semaine prochaine. Vous avez un calendrier de rencontres, de négociations qui est déjà fixé avec les grandes organisations? Il y a des rencontres qui se font si j'étais élu au niveau du président de la République. Et il y a un travail ensuite qui est fait au niveau du gouvernement. Je ne confonds pas ces deux niveaux.
Et pour ce qui est de la réforme, moi je préfère parler du dialogue social, parce que ça ne consiste pas à enlever de la protection, ça consiste à ramener la production de règles de l'État, de la loi, pour tous et toutes, à la branche d'activité professionnelle ou à l'entreprise. Voilà, mais par le dialogue social. Et s'il n'y a pas de dialogue social et un accord majoritaire, c'est la loi qui prévaut. Mais ce mouvement-là, qui va donner beaucoup plus de vitalité à notre dialogue social, c'est évidemment le gouvernement qui le préparera par une concertation sociale dès le début du quinquennat. Vous parlez du gouvernement. Connaîtra-t-on le nom de votre Premier ministre avant l'investiture officielle dans la perspective, encore une fois, de votre élection? J'y travaille. Si je suis élu, je travaillerai évidemment là-dessus sur la finalisation d'un gouvernement la semaine prochaine, mais il sera annoncé après la passation de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne connaîtra pas votre choix pour diriger le gouvernement avant que vous nous soyez effectivement installé à l'Élysée si les Français vous choisissent dimanche soir. Pour ma part, en tout cas, je ne l'annoncerai pas. Alors vous ne l'avez pas annoncé, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà ce nom, ce choix, est-il fait aujourd'hui dans votre tête? Oui. Vous connaissez donc votre Premier ministre, vous savez qui c'est, vous l'avez désigné, en tout cas vous l'avez désigné dans votre tête. In petto. Vous lui avez annoncé? Non, puisque c'est dans ma tête. Est-ce qu'il a déjà exercé une fonction ministérielle? Puisque vous avez beaucoup parlé de renouvellement. Je ne jouerai pas au jeu des devinettes. C'est pas un jeu, mais vous avez vous-même dit je veux profondément renouveler la vie politique. Oui, donc je renouvellerai par moitié le gouvernement de gens qui n'ont pas exercé de fonction auparavant, etc. La question peut se poser pour votre Premier ministre. Il sera à l'image des engagements que j'ai pris et du portrait chinois que j'ai pu faire. Si les Françaises et les Français me font confiance, c'est quelqu'un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental qui sera profondément renouvelé, où il y aura aussi quelques femmes et hommes d'expérience. Voilà, donc c'est quelqu'un qui doit avoir cette légitimité-là. Et donc une forme d'expérience politique, en tout cas, pour diriger une majorité parlementaire. Vous parlez de majorité parlementaire, de majorité présidentielle. Vous avez souvent dit qu'elle devait rassembler des sensibilités diverses qui vont de la gauche à la droite républicaine. Est-ce que cela veut dire que votre équipe gouvernementale comportera des personnalités issues de ces différentes familles politiques, de gauche et de droite? C'est cela. Ça, aujourd'hui aussi, c'est une décision que vous avez prise? Oui, parce que je veux aller au bout de cette refondation politique. Nous le voyons depuis la fin du premier tour. Il n'y a pas eu de front républicain, mais il y a une recomposition en profondeur. Il y a une force politique d'une droite réactionnaire nationaliste anti-européenne autour de Madame Le Pen qui attire et qui a attiré une partie de la droite plus traditionnelle. Et cette recomposition continuera, donc on aura cette force-là. Et il y a à côté de ça une force progressiste, patriotique, pro-européenne, réformatrice, qui aujourd'hui est derrière ma candidature et qui rassemble des femmes et des hommes venant de la gauche de gouvernement jusqu'à la droite gaulliste ou la droite pro-européenne. Ces forces politiques, elles ont vocation à être présentes à la fois dans le gouvernement et dans la majorité présidentielle, avec une vraie volonté de renouvellement et aussi des femmes et des hommes qui viennent de la société civile. C'est notamment d'ailleurs ce que dit François Bayrou dans une interview qu'il accorde au Figaro ce matin. François Bayrou, par exemple, ça pourrait être un profil de chef de gouvernement? François Bayrou aura un rôle important, évidemment, dans le projet qui est le mien demain, si je suis élu. Dans le projet gouvernemental? Dans le projet gouvernemental et politique. Qui mènera la bataille qui s'ouvrira dès après l'élection présidentielle, quel que soit d'ailleurs le président choisi par les Français, la bataille des législatives? Qui sera le chef de la majorité, en tout cas le chef de la campagne de ces élections? Le Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre qui mènera la campagne. Donc ça veut dire que la campagne, dans votre esprit, ne commencera pas 8-10 jours avant le résultat de l'élection présidentielle si on ne connaît pas le choix du Premier ministre auparavant. Si je suis élu, mais même si je ne devais pas l'être, la semaine prochaine, il y aura les investitures pour nos candidats aux législatives. Bon. Il y aura, toutes les investitures auront lieu la semaine prochaine? Toutes les investitures se tiendront la semaine prochaine. Et il y aura, dans la foulée, évidemment, un directeur de campagne, le chef du mouvement et la structure du mouvement politique En Marche sera impliqué. Mais la logique institutionnelle veut que ce soit le Premier ministre. Parce que le jour où j'aurai, si les Françaises et les Français me font confiance à nommer un Premier ministre, je le ferai dans la durée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vocation à
gouverner, donc diriger le gouvernement au-delà du résultat des législatives, et donc à tenir cette majorité. Dans votre esprit, c'est pour tout un quinquennat? Un Premier ministre, il a vocation à gouverner tout un quinquennat aux côtés du président? On fait rarement confiance, en tout cas ab initio, de manière limitée. Donc oui, aussi longtemps que possible. Je vous ai entendu déclarer il n'y a pas très longtemps que si vous étiez élu dimanche, l'un de vos premiers appels téléphoniques, ce serait pour Marine Le Pen, une tradition républicaine. La violence des attaques qu'elle a portées contre vous lors du débat télévisé avant-hier, vous avez-elle changé d'avis? Non, mais je n'ai pas d'état d'âme, moi je suis un républicain. Donc les choses se feront comme elles doivent se faire dans la République. Vous êtes un républicain et ce matin, dans une interview à la Provence, vous dénoncez les pudeurs de gazelle, dans une expression que vous reprenez à Jean-Luc Mélenchon, de ceux qui disent clairement « je ne veux pas aller voter Marine Le Pen dimanche, mais j'hésite » ou « je ne veux pas non plus voter Emmanuel Macron ». Qu'est-ce que vous dites aux indécis? Est-ce que voter Emmanuel Macron dimanche, c'est voter pour votre projet, c'est voter pour votre personne, ou c'est aussi voter contre le Front National? Mais les deux. On redécouvre ce que c'est que la règle démocratique. C'est amusant, si vous voulez. Soit il y a un front républicain, comme il y en a eu en 2002. Et à ce moment-là, les gens qui votent pour le candidat républicain ne votent pas pour lui, ils votent pour faire barrage au Front National. C'est ce qui s'est passé en 2002. Jacques Chirac, qui au premier tour avait eu moins de Français derrière lui que je n'en ai eu, puisqu'il avait moins de 20%, là où j'ai eu 24%, s'est retrouvé avec plus de 80%. Bon. Ça, c'est une règle. À ce moment-là, en effet, vous êtes élu par défaut. Il n'y a pas eu de Front républicain qui s'est constitué là. Mais il y a la règle classique d'un second tour. Les Français, au premier tour, choisissent, et au second tour, comme on dit souvent, ils les éliminent. Et donc, vous devez vous positionner entre les deux candidats qui ont été sélectionnés au premier tour, quand bien même ce ne sont pas les vôtres. Donc, vous êtes parfois amené à vous positionner, soit pour faire barrage à celui que vous aimez le moins, soit vers un second choix. Mais on redécouvre ce qu'est la vie démocratique normale. Donc, vous acceptez le victoire aussi par... Mais j'accepte par défaut, qui a été employée. Mais j'accepte une victoire dans un système qui est le nôtre depuis le début de la Ve République. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc on peut revisiter l'histoire, mais François Mitterrand, en 81, il est élu parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent plus de Valéry Giscard d'Estaing qui votent pour lui. François Hollande, en 2012, il est élu parce qu'il y a des gens qui croient dans son projet et qui le portent, mais il y a aussi des gens qui ne veulent plus de Nicolas Sarkozy. Ça s'est toujours passé ainsi. C'est la règle même d'un second tour. Donc je dis simplement, je n'ai pas transformé mon projet pour aller convaincre ou draguer des électeurs d'une rive ou de l'autre. Il y a évidemment des électeurs qui vont rejoindre celles et ceux qui ont voté pour moi au premier tour parce qu'ils sont convaincus, et d'autres qui le feront pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est tout. Mais mon devoir demain, c'est d'être efficace. Et donc, si les Françaises et les Français me font confiance, d'appliquer ce projet, de ne pas l'amoindrir, de ne pas y mettre de l'eau tiède. C'est dans le même temps d'être juste et de veiller à ce que le pays tienne ses équilibres. Et donc je passerai beaucoup de temps, moi, personnellement, pour apaiser les tensions. Emmanuel Macron, je reviens sur votre discours d'hier, pour terminer. Vous parlez du jour d'après, qui sera forcément difficile. Parler du jour d'après, est-ce que ça veut dire que vous avez déjà intégré votre victoire à l'élection présidentielle? Non, parce que je connais les Françaises et les Français. On ne leur dicte pas ce qu'ils ont à faire. Et donc jusqu'à la dernière minute, ils peuvent décider, réagir, changer. Et donc il faut être très concentré. Rien n'est jamais acquis. Mais vous savez, la minute d'après, rien ne sera acquis. Les 5 ans qui viennent seront éminemment atypiques. Si je devais être élu dimanche soir par les Françaises et les Français, je serais le plus jeune président de la Ve République et à la tête d'une force politique qui n'existait pas il y a à peine plus d'1 an. Je serai là parce que les temps sont extraordinaires. Et donc, je n'aurai pas d'état de grâce. Je ne pourrai pas présider comme on préside depuis 1958. Vous êtes anxieux à cette perspective? Cette responsabilité qui, là, pointe l'horizon, est-ce que c'est quelque chose qui Je suis déterminé, mais je sais très bien l'immensité de la tâche. Le jour d'après, c'est le 8 mai, jour de commémoration. Est-ce que le 8 mai, si vous êtes élu par les Français dimanche soir, vous serez aux côtés du président de la République sortant, François Hollande, pour célébrer ces commémorations? C'est au président de la République, François Hollande, de le décider. Élu ou pas, de toute façon, je l'aurai au téléphone dimanche soir, comme il m'a appelé au premier tour pour me notifier les résultats. Mais s'il vous propose, vous serez s'il me le propose, j'y serai. À l'Arc de Triomphe. S'il me le propose, j'y serai. Merci beaucoup Emmanuel Macron d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.